Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier Platon et notamment l'œuvre Ménon. Voilà. Alors Platon, il fait parler Socrate, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, Socrate n'a pas laissé d'écrit et il a été suivi par nombreux disciples, dont Platon, le plus célèbre. Donc voilà, nous allons parler de la vertu, du bien, du mal, de ce concept qui est arrivé plus tard dans notre civilisation. Et nous allons voir que chez les Grecs de l'Antiquité, Euh, le concept du bien et du mal est flou. Il est flou parce qu'il n'existe pas en tant que tel. Il y a plus une notion de vertu, une notion de... Oui, de vertu, et c'est ce que nous allons voir de toute manière dans ce texte du Ménon. Donc voilà, c'est un dialogue entre Ménon et Socrate, qui commence par se demander qu'est-ce que la vertu enseigne et qu'est-ce que c'est la vertu, hein. Est-ce qu'il y a une vertu? Est-ce qu'il y a plusieurs vertus? Voilà, c'est ce qu'on va voir un peu dans ce texte. Mais non. Peux-tu me dire, Socrate, si la vertu s'enseigne ou si elle ne s'enseigne pas, mais s'acquiert par l'exercice, ou si elle ne s'acquiert ni par l'étude, ni par l'exercice, mais est donnée aux hommes par la nature ou de quelque autre manière? Socrate. Mais non. Jusqu'ici, les Thessaliens étaient renommés parmi les Grecs et admirés pour leur art équestre et pour leur richesse. À présent, me semble-t-il, ils le sont aussi pour leur science. Et en particulier les concitoyens de ton ami Aristippe, de Larissa. Et cela grâce à Gorgias. Et il est bienvenu dans votre cité, il a ravi d'amour pour la science les premiers des Aléeuades, dont ton amant Aristippe, et d'autres Thessaliens. Et il a même introduit dans vos mœurs cette manière de répondre avec une fière assurance, comme il est naturel à des gens savants. Lui-même d'ailleurs se proposait de répondre à tout grec qui voulait l'interroger sur toute question de son choix, sans jamais refuser de répondre. Mais ici, mon ami, c'est le contraire qui est arrivé. C'est comme si la science s'était desséchée et il se peut qu'elle ait quitté ces lieux pour s'établir chez vous. Si donc tu veux poser ta question à quelqu'un d'ici, et il n'y en a pas un qui ne rirait et ne te répondrait: étranger, je crains que tu ne me fasses trop d'honneur à penser que je sais si la vertu s'enseigne. En réalité, je suis si loin de savoir si elle s'enseigne ou si elle ne s'enseigne pas, que j'en suis à ne même pas savoir ce que peut bien être la vertu. Moi aussi, tu vois, mais non, je suis dans ce cas. Je suis aussi démuni que mes concitoyens sur ce sujet. Et je m'en veux moi-même de ne rien savoir du tout sur la vertu. Et ne sachant pas ce qu'elle est, comment pourrais-je savoir ses propriétés? Crois-tu qu'il soit possible, à qui ne connaît pas du tout, mais non, de savoir s'il est beau, s'il est riche, s'il est de bonne naissance ou s'il est le contraire de tout cela? Le crois-tu? Mais non. Non. Mais toi, Socrate, tu ne sais vraiment pas ce qu'est la vertu? Et est-ce que c'est ce que je dois rapporter chez nous sur ton compte? Socrate. Pas seulement cela, mon cher, mais en plus que je n'ai encore rencontré personne à mon avis qui le sache. Mais non. Comment cela? Tu n'as pas rencontré Gorgias quand il était ici? Socrate. Si, mais non. Et alors il ne t'a pas semblé savoir? Socrate. Je ne me rappelle plus très bien, mais non. Je ne peux pas te dire, là, comment il m'a paru alors. Mais sans doute il savait. Et toi, sans doute, tu sais ce qu'il a dit. Rappelle-moi donc ces paroles. Ou si tu veux, dis-le toi. Car tu penses certainement comme lui. Mais non. Oui. Socrate. Eh bien, laissons-le. Puisqu'il n'est pas là, mets-toi parler Dieu. Mais non. Que dis-tu? Quelle est la vertu? Allez, parle. Ne le garde pas pour toi. Il s'avère que j'ai commis la plus heureuse des erreurs si tu me montres que toi tu le sais. Toi et Gorgias. Quand j'ai dit que je n'ai encore rencontré personne qui le sache. Donc on voit bien que dans ce texte, Socrate, il ne sait pas ce qu'est la vertu, en tout cas il prétend ne pas le savoir. Et il fait ça, et ça c'est récurrent dans les textes de Platon, il fait ça pour amener son interlocuteur à une réflexion sur le sujet qui est ici exposé, à savoir la vertu. En gros, c'est une technique assez classique, hein.
Quand on vous demande qu'est-ce que c'est ce truc, au lieu de répondre bah c'est ça, vous répondez et toi, comment tu le définis? Qu'est-ce que t'en penses? Et après, à partir de ces définitions-là, vous allez voir, c'est ce qu'il adore faire. À partir de ce que va définir son adversaire, il va prendre chaque point, chaque petite faiblesse de son argumentation pour le diriger en quelque sorte vers une réponse. Hein. C'est ce qu'on appelle en philosophie, donc c'est un gros mot, mais ça veut juste dire ça en fait, la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'amener les gens à comprendre par eux-mêmes ce qu'est le concept qu'on est en train de chercher. Donc là, nous allons voir la réponse de Ménon à la question « Qu'est-ce que la vertu ?» Ménon. Il n'est pas difficile de te le dire. Prenons d'abord, si tu veux, la vertu de l'homme. Il est facile de dire que la vertu de l'homme, c'est d'être capable de s'occuper des affaires de la cité, en tâchant de faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis, et en prenant garde à ne pas subir soi-même le mal. Ensuite, si tu veux la vertu de la femme, il n'est pas difficile d'en faire le tour. Elle doit bien gouverner sa maison en gardienne du foyer et en épouse soumise à son mari. Puis autre est la vertu de l'enfant, fille ou garçon, du vieillard libre ou l'esclave, comme tu veux. Et il y a bien d'autres vertus, si bien que je ne suis pas en peine de te dire ce qu'est la vertu selon les activités et selon l'âge. Et en fonction de nos tâches respectives, chacun a sa vertu propre. Il en va de même, je suppose, Socrate, pour le vice. Socrate. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance, mais non. Je cherchais une vertu unique et chez toi j'ai déniché tout un essaim de vertus. Et si, pour garder la même image de l'essaim, je te demandais ce qu'est essentiellement une abeille, et que tu me dises qu'il y en a beaucoup et de toutes sortes, que m'aurais-tu répondu si je t'avais demandé? Est-ce qu'elles sont multiples et de toutes sortes et différentes les unes des autres en tant qu'elles sont des abeilles? Ou alors est-ce que ce n'est nullement en cela qu'elles sont différentes, mais pour une autre raison? La beauté par exemple, la taille ou quelque autre propriété? Dis-moi, qu'aurais-tu répondu si on t'avait posé une telle question? Mais non, qu'elles ne sont nullement différentes les unes des autres en tant qu'elles sont des abeilles. Socrate. Si je te disais maintenant, dis-moi mais non, ce par quoi elles ne diffèrent en rien, mais sont toutes une même chose, qu'est-ce que c'est d'après toi? Tu saurais certainement quoi me dire. Oui, mais non. Oui. Eh bien, Socrate, eh bien, il en va de même pour les vertus. Même si elles sont multiples et de toutes sortes, elles ont toutes une même et unique forme, qui fait qu'elles sont des vertus et qu'il est bon de l'avoir en vue pour répondre à celui qui t'interroge, et pour mettre en évidence ce que peut bien être la vertu. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis. Mais non, je pense avoir compris. Pourtant je ne saisis pas encore la question comme je le voudrais. Socrate. Est-ce seulement à propos de la vertu que tu penses, mais non, qu'elle diffère chez l'homme, chez la femme et ainsi de suite, ou bien penses-tu qu'il en va de même pour la santé, la grandeur, la force? Et est-ce que tu penses qu'il y a une santé de l'homme et une santé de la femme? Ou alors n'y a-t-il pas dans tous une même forme, pour peu qu'il s'agisse bien de santé, qu'elle se trouve chez un homme ou chez n'importe qui d'autre? Mais non. Je pense que la santé est la même chez un homme et chez une femme. Socrate. Et donc aussi, pour ce qui est de la grandeur et de la force, si une femme est forte, elle sera forte par la même forme que chez l'homme. Par la même force. Par la même force, je veux dire que la force ne diffère en rien de la force lorsqu'elle se trouve chez un homme ou lorsqu'elle se trouve chez une femme. Ou bien penses-tu différemment? Mais non. Non. Socrate. Et la vertu diffère-t-elle de la vertu si elle se trouve chez un enfant ou chez un vieillard, chez une femme ou chez un homme? Mais non. Il me semble, Socrate, que ce n'est pas plus tout à fait semblable au précédent. Socrate. Comment cela? Ne disais-tu pas que la vertu d'un homme est de bien gouverner la cité et celle de la femme de bien gouverner sa maison? Mais non. Si. Socrate. Mais est-on capable de bien gouverner une cité, une maison ou n'importe quoi sans gouverner sagement et justement? Mais non. Non, sans doute. Socrate. Donc s'il gouverne justement et sagement, il gouverne avec justice et sagesse. Nécessairement. Mais non, nécessairement. Socrate. Donc ils ont besoin tous deux, et l'homme et la femme, des mêmes qualités pour devenir bons, de la sagesse et de la justice. Mais non. Manifestement. Socrate. Mais quoi? L'enfant et le vieillard qui sont déréglés et injustes deviendront-ils bons? Mais non. Non. Socrate. Mais s'ils sont sages et justes? Mais non. Oui. Socrate. Tous les êtres humains sont bons de la même manière, car c'est par les mêmes dispositions qu'on devient bon.
Mais non. Il semble, oui. Socrate. Et bien sûr, s'il n'avait pas la même vertu, il ne serait pas bon de la même manière. Mais non. Non, certes. Socrate. Puisque donc la vertu est la même pour tous, efforce-toi de me dire et de me rappeler ce qu'est la vertu d'après Gorgias, et en même temps d'après toi. Mais non. Qu'est-elle d'autre qu'être capable de commander aux hommes si vraiment tu cherches une définition qui convienne à tous les cas? Mais c'est ce que je cherche. Cependant, est-ce que je dois penser que c'est aussi la vertu de l'enfant, mais non, et celle de l'esclave, d'être capable de commander à son maître, et crois-tu que celui qui commande puisse être encore esclave? Mais non. Non, je ne crois pas du tout. Socrate. Ce n'est pas vraisemblable, en effet, mon cher. Mais examine encore ceci. Tu te dis, être capable de commander. Ne devons-nous pas ajouter justement et non pas injustement? Mais non. Si je pense, la justice est en effet une vertu. Socrate. La vertu, mais non. Ou une vertu. Donc voilà, là on a un exemple typique de quelqu'un qui casse les bonbons, hein, clairement. Le pauvre Ménon, voilà, il s'essaie à une définition du juste, de la vertu, pardon. Voilà, alors au début il dit qu'il y a plusieurs vertus, que la vertu, elle diffère selon notre statut en fait. Hein. Si on est un homme, une femme, un enfant, un vieillard, un esclave, un homme libre, etc. etc. On pourrait même pousser le bouchon jusqu'au corps de métier. Hein. La vertu d'un homme savant, la vertu d'un homme qui enseigne, la vertu d'un homme qui impose la justice, donc le policier, l'enseignant, le pompier, le médecin, que sais-je. Et Socrate lui répond, mais en fait ta réponse, elle me convient pas. Elle me convient pas pourquoi? Parce qu'en fait tu es en train de me répondre que la vertu, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de tout le monde. Donc en fait il n'y a pas une vertu, il y a une multitude de vertus qui correspondraient à ce qu'on est. Sauf que les gens sont multiples, hein, et du coup la réponse lui va pas du tout. Alors pour ça il prend la métaphore des abeilles. Oui, pourquoi pas. Mais là où c'est intéressant avec la métaphore des abeilles, c'est qu'il creuse le bouchon. Pardon, il pousse le bouchon, il creuse le bouchon, c'est intéressant ça aussi. Il pousse le bouchon en soulignant qu'en fait, il existe plein d'abeilles, hein, c'est vrai, il existe une multitude d'abeilles. Seulement, est-ce qu'on peut pas qualifier l'abeille? Parce qu'on ne peut pas essayer de tirer une essence de l'abeille, hein, au lieu de décrire chaque abeille dans son détail. On pourrait plutôt dire que l'abeille est un petit insecte qui vole, qui est jaune, qui a des ailes et qui butine les fleurs. Et dans ce cas-là, on aurait décrit une essence d'abeille. Donc là, voilà la fameuse question de Socrate, qu'est-ce que la vertu? Ça vient à essayer de délimiter les contours d'une définition de ce qu'est la vertu. Hein. Et évidemment, quand vous décrivez la vertu en disant qu'elle varie selon les êtres, même dans le texte, hein, vous décrivez pas ce qu'est la vertu en fait. Vous dites ça dépend, elle peut changer de forme, super, mais ça ne me dit pas ce que c'est. Donc suite à ça, Ménon il répond qu'en fait c'est deuxième tentative de Ménon, on va dire, c'est de gouverner bien et de manière juste, hein, les hommes. Et Socrate leur envoie tout de suite en touche en disant que bah non en fait les enfants ils gouvernent pas, l'esclave il gouverne pas. Et pourtant, tu parles d'une vertu d'esclave, tu parles d'une vertu de l'enfant, etc. Donc, c'est très bancal. Hein. Donc, Socrate, il va essayer de prendre quelque chose de plus abstrait. Parce que les choses concrètes, on a tendance à les manipuler à notre aise dans notre imaginaire. Mais du coup, Socrate, il va vraiment utiliser quelque chose de plus abstrait. Il va utiliser les figures et les couleurs. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est moins facile. En fait, il va amener à définir une chose en essayant d'extraire l'essence d'une figure ou d'une couleur. Et à partir de cet exemple, à partir de cet exemple de la figure et de la couleur, on verra ce qu'il va faire plus tard, mais en fait, il va transfigurer, il va transposer en fait cette méthode de définition à leur cas, qui est de faire pareil pour la vertu par la suite. En fait, c'est une pédagogie. Donc voilà, on continue. Mais non. Que veux-tu dire, Socrate? La même chose que pour n'importe quoi d'autre. Par exemple, de la rondeur, je dirais qu'elle est une figure et non pas la figure tout court. C'est ce que je dirais parce qu'il y a aussi d'autres figures. Mais non. Tu as raison. Et moi aussi, je te dis qu'il n'y a pas que la justice, mais qu'il y a d'autres vertus. Socrate.
Quelles sont-elles? Dis-les, comme moi je pourrais te citer d'autres figures si tu m'y invitais. Toi aussi, donc, cite-moi d'autres vertus. Mais non. Eh bien, je pense que le courage est une vertu, et aussi la tempérance, la sagesse et la grandeur d'âme, et qu'il y en a beaucoup d'autres. Socrate. Nous voilà à nouveau dans la même situation, mais non. Nous cherchions la vertu et nous en avons découvert une multiplicité. Mais autrement que tout à l'heure. Nous ne parvenons pas à découvrir l'unité qui parcourt toutes ces vertus. Cette unité que tu cherches commune à toutes les vertus, je ne parviens pas encore à la saisir comme pour les autres exemples. Oups. Socrate. C'est bien naturel, mais je vais m'efforcer si j'en suis capable de faire avancer notre discussion. Tu comprends qu'il en va de même pour tout. Si on te demandait ce que je te demandais tout à l'heure, qu'est-ce que la figure, mais non, et que tu répondais, c'est la rondeur, on te dirait alors ce que je t'ai dit. La rondeur, est-ce une figure ou la figure? Et tu répondrais certainement que c'est une figure. Mais non, bien sûr, Socrate. Et cela justement parce qu'il y a d'autres figures. Mais non, oui, Socrate. Et si on te demandait lesquelles, tu les nommerais? Mais non, oui, Socrate. Et si on t'interrogeait maintenant de la même manière à propos de la couleur, en te demandant ce qu'elle est, et que tu répondes, le blanc. Et si celui qui t'interrogeait te reprenait, le blanc est-ce une couleur ou la couleur? Tu lui dirais que c'est une couleur, puisqu'il se trouve qu'il y en a d'autres. Mais non, oui, Socrate. Et s'il t'invitait à citer d'autres couleurs, tu lui citerais des couleurs qui ne sont pas moins couleurs que le blanc. Mais non, oui, suppose, Socrate. Suppose alors qu'ils poursuivent comme je l'ai fait et qu'ils te disent « Nous arrivons toujours à une multiplicité. Or ce n'est pas cela qu'il me faut. Mais puisque tu appliques un nom unique à toute cette multiplicité de choses et que tu reconnais qu'il n'y en a pas une qui ne soit pas figure, même lorsqu'elles sont opposées entre elles, quelle est donc cette chose qui ne comprend pas moins ce qui est rond que ce qui est droit et que tu nommes figure? Ce que tu appelles rond, n'étant pas de ton aveu même, moins figure que ce qui est droit? C'est bien ce que tu dis, non ? Mais non. Si, Socrate. Mais quand tu dis cela, prétends-tu que le rond n'est en rien moins rond que droit, ni le droit moins droit que rond? Mais non, certainement pas, Socrate. Socrate. Pourtant tu reconnais que le rond n'est nullement moins une figure que le droit, et inversement. Mais non, c'est exact. Socrate. Quelle peut donc bien être cette chose qui a pour nom figure? Tâche de le dire. Si à celui qui t'interrogeait ainsi sur la figure et la couleur tu répondais « Mais je ne comprends pas ce que tu veux et je ne sais même pas ce que tu veux dire », il serait certainement, on tourne la page, étonné et te dirait « Tu ne comprends pas que je recherche ce qu'il y a de commun à toutes ces choses ?» Ou bien « Mais non, serais-tu aussi à court de réponse si on te demandait ? Qu'est-ce qui est commun au rond, au droit et à tout ce que, en général, tu appelles figure ? Tâche de le dire afin que ça te serve aussi d'entraînement pour répondre sur la vertu. Non, s'il te plaît, dis-le toi-même, Socrate. Socrate. Tu veux que je te fasse ce plaisir? Mais non, tout à fait. Socrate. Voudras-tu alors à ton tour me répondre sur la vertu? Mais non. D'accord. Socrate. Alors du courage, ça en vaut la peine. Mais non, certainement. Donc là, vous voyez, Socrate, il redonne un... Même en allant dans l'abstrait, en fait, il souligne l'absurdité des réponses de Ménon. Hein. Et il souligne d'autant plus l'absurdité quand il prend l'exemple de la figure en disant que si une courbe, si une figure ronde, par exemple, prenons un cercle, est une figure, et qu'on va prendre un triangle, hein, où il n'y a pas de courbe, est aussi une figure, alors, d'après la définition de Ménon, si les deux sont des figures, ça équivaut à dire que ce qui est rond est aussi droit. Voilà. C'est un argument un peu alambiqué, mais voilà où veut en venir Socrate, et il veut dire par là que définir les choses en une multiplicité, c'est en fait aller vers l'erreur. Et surtout, sur une prochaine fois, parce qu'après nous allons faire l'exemple de la... Nous allons inverser en fait les rôles, où Socrate va prendre la place de Ménon, et Manon va vouloir, enfin en tout cas essayer, de contredire Socrate sur son argumentaire. Donc j'échange les rôles pour voir comment Socrate va se dépatouiller de cette histoire. Mais ça nous verrons
nous le verrons dans une prochaine vidéo.